bonsoir à vous deux, Bitou Dembélé et Clément Cogitor, de nous faire la gentillesse d'être présents après la 4e représentation. C'est ça qui a eu lieu hier soir à l'Opéra Bastille, quelques jours après cette première. On se disait à l'instant que le rythme des représentations était soutenu pour l'équipe. Je sais que vous êtes fatigués, donc je sais que combien vous êtes investis dans ce spectacle. À vif comme ça, vos premières réactions sur ce que peut-être ceux qui ont vu ce spectacle, ceux qui ne l'ont pas vu, on ne va pas tout dire, mais quand même, sur la réaction du public, la réaction de la salle, quelque chose qu'on vit très rarement, qu'on voit très rarement à l'opéra, cet élan, cette ferveur. Qu'est-ce que ça vous fait? Clément Cogitor, qui veut commencer? Bintou Dembélé, Bonsoir tout le monde. En fait, c'est très agréable dans un premier temps. Je pense que ça suit le cheminement de ce qu'on a déjà vécu avec la vidéo troisième scène, où à cet endroit déjà, c'était assez surprenant d'avoir l'accueil du public. Et là, d'avoir tout ce monde debout, applaudir très longtemps, se sentir convoqué, rassemblé et partager avec nous, c'est immense. Ouais. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on vous a dit, ou de particulier, qui vous a touché, Clément Cogitor, après ce spectacle? Disons que au début, moi, j'y croyais pas trop. C'est-à-dire qu'en fait, la première fois, les gens sont vraiment levés dans la salle. C'était pendant la générale, mais on sait que c'est nos amis, on sait que ce sont les amis des danseurs, des chanteurs. Enfin, c'était nos proches. Donc, on s'était tous préparés à ce que la première ce soit pas ça. Et la première, c'était encore plus fort. Et alors, je me suis dit, oui, non, mais là, il y avait quand même beaucoup d'invités de l'opéra. C'est peut-être eux qui ont lancé le mouvement. On va pas s'emballer. Et puis voilà. Et puis la deuxième, pareil. Et la troisième, j'étais hier soir. La salle se lève aussi, donc ça. Je suis pas trop habitué. Moi, c'est mon premier succès public. Voilà. Voilà. Et donc c'est très joyeux. Voilà. Je ne me rendais pas compte que ça pouvait être rare à l'opéra, surtout sur des nouvelles productions, un soir de première. Voilà, mais je suis heureux que ça déclenche quelque chose dans le corps des spectateurs, parce que c'est, je crois, ce qu'on a essayé de faire depuis les premiers moments où on s'est rencontrés, de se dire il faut que ça engage le corps du spectateur et qu'il a envie d'être sur scène avec nous. Pouvez-vous nous raconter un petit peu la genèse de ce spectacle? On peut revenir un peu sur cette fameuse vidéo. D'où et de qui est venue l'idée des Indes Galantes de vous associer tous les deux? Comment ça s'est passé? La vidéo, c'était, je rappelle, hein, sur le site 3e scène de l'Opéra de Paris, autour de la danse du dernier acte, de la dernière entrée, la danse des sauvages. Racontez un petit peu, avant de revenir sur le long développement de l'opéra ballet en son entier, comment c'est né? Alors, en fait, c'était une idée que j'avais depuis assez longtemps et que j'attendais, que je voulais tourner sous la forme d'une vidéo, et que j'attendais un petit peu l'occasion de le faire. Et quand Philippe Martin, le directeur artistique de 3e scène, est venu me voir pour me proposer de faire quelque chose, immédiatement, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée. Et donc, l'opéra est venu un peu comme une bonne fée pour faire exister ce projet. Et donc, j'ai commencé à chercher des danseurs, à regarder les familles de danseurs, et j'ai voulu inviter des chorégraphes à travailler avec moi dessus, et à leur confier des parties chorégraphiées. Parce que je voulais pas que tout soit de l'impro et de tout faire en montage, mais je voulais qu'il y ait des choses qui soient très écrites, que ce soit une sorte de tension entre l'accident et l'improvisation, et des moments de maîtrise du geste ou de l'événement, quoi. Et donc j'ai fait appel à 3 chorégraphes, dont Bintou, qui a chorégraphié la 3e partie, la fin de la vidéo. Et c'est en travaillant ensemble que moi j'ai eu un sentiment très fort qu'elle avait vraiment plus que compris ce que je voulais faire. C'est qu'elle l'avait déployé, qu'il y avait une pensée derrière le mouvement, qu'il y avait des questions fortes qui dialoguaient fortement avec ce que j'avais imaginé au départ. Et voilà, la vidéo s'est terminée comme ça, sur
j'étais heureux de ces collaborations, de cette collaboration avec Bintou. Et la vidéo s'est terminée ensuite très vite. C'était peut-être, je sais pas, 6-7 jours de montage et de post-production. Et le premier spectateur des vidéos de troisième scène, c'est Stéphane Lissner. Et immédiatement, j'ai su que ça lui avait vraiment beaucoup plu. Et puis là, mes oreilles ont commencé un peu à siffler. Voilà, j'ai entendu en me disant attention, il voudrait te proposer quelque chose. Alors moi, je pensais qu'ils allaient me proposer quelque chose avec l'Académie, par exemple. Voilà. Et puis après, j'ai entendu dire qu'il y avait des reprises qui étaient déprogrammées sur la saison 19-20, qu'il y avait une nouvelle production qui se mettait en place. Et une semaine plus tard, j'étais dans son bureau, et puis il me proposait, alors que la vidéo n'avait pas du tout été montrée, c'est-à-dire qu'en fait, on ne savait pas encore si elle allait circuler, si elle allait être vue, si elle allait être aimée ou pas. Mais déjà à ce moment-là, juste sur ça, il m'a proposé est-ce que vous auriez envie de mettre en scène l'œuvre dans son intégralité sur la scène de Bastille. Ce dont, à ce moment-là, la scène de Bastille, je ne me rendais pas trop compte de la gageure que ça représentait. Voilà, pour moi, c'était pas si éloigné disons, d'un grand théâtre à l'italienne ou d'un auditorium. Voilà, c'est un peu plus tard que j'ai compris la gageure musicale et scénique que c'était. Et immédiatement, j'ai pensé qu'il y avait une seule chorégraphe qui pouvait m'accompagner là-dedans. Et donc, j'ai tout de suite appelé Bintou, qui, si je ne me trompe pas, tu as dit oui tout de suite. Oui. Bintou Dembélé, quand vous avez, alors avant de s'atteler vraiment à l'opéra, mais au moment de cette vidéo, qu'est-ce que vous avez ressenti pour vous? Quelle était la force de la musique, les qualités de la musique de Rameau? Alors, c'était pas la première fois qu'on voyait du crump ou du hip-hop sur du baroque, vu qu'il y avait Montel-Voervieux qui avait fait... Les Paladins. Voilà, Ouais. et beaucoup de leurs créations autour de ça. Mais là, ce qui m'intéressait, c'était comment Clément me taquinait, parce qu'il m'a envoyé la vidéo avec la version William Christie. Il m'a dit, t'as vu comment c'est raciste? Et là, du coup, j'ai regardé, j'ai fait, bon, il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre du défi que je pourrais relever. Du coup, ce qui m'animait, ça faisait la continuité d'un travail que je faisais de relation danse-musique-voix en direct. Et là, ce qui m'intéressait, c'était de me dire que la voix a peut-être un endroit où on pourrait converser avec le geste du danseur et la charge des crumpers, en fait. J'ai trouvé qu'il y avait un dialogue qui pouvait se nouer là, et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Oui. Vous êtes présenté dans le programme, alors vous êtes indiqué chorégraphie de Bintou Dembélé, mais vous dites dans une interview qui se trouve dans le programme de l'opéra que le mot chorégraphie, je vous cite, il me pose question parce qu'il contient l'idée d'écrire le geste. Or, en l'écrivant, d'une certaine façon, on le nomme. L'art ne se tient pas à l'écart de la société, les formes artistiques sont générées par l'histoire. Donc, vous n'êtes pas vraiment chorégraphe. Comment vous vous définissez? J'aime à ne pas me définir parce que je me déplace. J'abandonne des choses, je les reprends plus tard et je les questionne à nouveau. Ce que j'ai surtout souhaité faire dans cet opéra-ballet, c'est de convoquer ce qui étaient nos outils à nous, qui étions passés de la rue à la scène, en passant par le club, en passant par des shows, différentes formes d'écriture, différentes formes de rapport à l'espace et au public. Et si je mettais ce mot comme ça face à moi, j'avais l'impression que j'allais passer à côté de ce qu'on arrive à convoquer et la manière qu'on a de contaminer le public. Du coup, j'avais besoin de le barrer un peu comme le ferait Basquiat, en me disant que ça allait me permettre de me mettre un peu la pression et de me dire, même si je suis à l'Opéra Bastille, je peux peut-être repenser ce mot. J'ai fait aussi pareil pour le mot corps de ballet. Assez vite, je sentais que ce n'était pas ce mot-là qu'il fallait que j'emploie pour parler de nos danses et des danseurs. Donc voilà, je pense que l'idée des mots, en tout cas, même le livret, je pense que j'ai eu besoin de le mettre au second plan et d'essayer de trouver une autre manière de converser entre la musique, les voix des solistes et puis le travail à la table qu'on avait fait avec Clément, quoi. Oui. Votre compagnie s'appelle Rualité, hein? C'est ça. C'est bien ça.
La musique de Rameau, avant des mots, avant de parler des mots eux-mêmes, elle a quoi? Elle a une puissance, un rythme naturel. C'est très facile de danser dessus, de trouver des mouvements, d'improviser. Tout est improvisé dans le... Non, Non, ça n'est pas improvisé. non, non. Alors, ça part de ça, effectivement. Il y a besoin de sentir de quelle manière, dans l'improvisation, des gestes peuvent rencontrer des intonations vocales, des mouvements répétitifs de musette ou de la flûte, et de voir comment soit l'électro, soit le crump peut converser et sentir qu'il y a une charge, il y a un rendez-vous possible entre l'un ou l'autre. Et donc voilà, il y a eu cet instant d'improvisation pour après déposer, essayer de composer, j'aime dire aussi même peut-être orchestrer le geste, et à l'intérieur de ça, de sentir que il y a des musiques, par moments, je ne les entendais pas forcément quand on était au travail à la table ou chez moi, et c'est vraiment à la salle, avec ces danseurs et ces danses-là, que par moments, c'est déployer certains instrumentaux, ou d'autres moments où la voix, pour moi, me parlait moins, et là, d'un coup, donc j'ai le souvenir de Bannisson, nos tristes alarmes, où vraiment, je me suis dit, mais... là, il y a quelque chose qui se joue là tout de suite dans la salle, et j'ai beau moi le penser, l'avoir imaginé comme ça. Là, il se passe vraiment quelque chose, et j'ai besoin de vivre cet instant-là maintenant, en me disant que c'est cette manière qu'on a de se retrouver ensemble, et la charge de nos habitudes de rendez-vous autour du cercle, qui n'est pas forcément quelque chose qui est autour de la confrontation. Souvent, les gens ont tendance à penser qu'on est dans un rapport à la compétition ou à la tension. Non, là, il y avait vraiment quelque chose qui était de l'ordre du rassemblement. Essayer de convoquer des énergies autour de la circularité du cercle. Donc c'est ça qui me plaît dans ce qui s'est passé là, à la salle, et le rendez-vous avec le baroque et Rameau. C'est qu'il y a une structure qui me rappelle le peuple, le populaire, et que finalement j'ai l'impression qu'on s'était perdu de vue et qu'on s'est retrouvé. C'est vraiment ce qui s'est passé aussi avec les choristes. On a eu l'impression qu'on s'était perdu de vue depuis super longtemps, et que là on s'était retrouvés, et que naturellement qu'ils soient autour de nous et qu'ils aient autant envie de se déplacer, de faire un pas de côté pour chanter, et nous de danser, et les danseurs de chanter, parce que j'ai appris que les danseurs chantaient par moments. Ah oui. Et oui, Claire Fambon du Monde. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais. On ne peut pas résister à ce chœur tellement c'est beau en plus, non? Voilà. On a tous envie de le chanter quand on entend ça trotte dans la tête après pendant des heures. Des heures. Comment vous avez découvert, vous vous souvenez, Clément Cogitor, votre découverte de la musique de Rameau? Je crois que je l'ai découvert avec Forêt paisible, avec cette air-là. Mais en fait, comme beaucoup, j'ai écouté beaucoup la musique de Rameau avant de m'intéresser à ses livrets, à ce qu'elle raconte. De fait aussi parce que Rameau ne s'est pas beaucoup intéressé à ses livrets. C'est-à-dire que c'est connu depuis très longtemps que c'est une musique merveilleuse sur des livrets qui sont souvent assez pauvres ou assez bizarrement construits, parce que c'était vraiment un homme de musique, et que la langue ou la dramaturgie avait assez peu d'intérêt pour lui, ce qui insupportait Voltaire à l'époque, qui disait mais si cet homme-là s'intéressait au théâtre, quel prodige ça pourrait faire. Et donc voilà, c'est plus tardivement que j'ai commencé à voir Rameau sur scène, ou que j'ai commencé à lire les livrets. Mais c'est vrai que pour en mettre en scène, c'est une sorte de grand écart entre surtout, les Indes galantes est peut-être le plus radical là-dedans, entre l'extrême virtuosité, la magnificence, cette absolue beauté qu'est la partition, et le livret donc qui tient pas debout, qui n'a pas qui n'a aucune dramaturgie, qui est un pur prétexte en fait, voilà. Mais un prétexte au divertissement. Complètement, qui est un prétexte au divertissement, mais qui quelque part raconte aussi, qui raconte une époque, qui raconte une idéologie, qui raconte des intrigues amoureuses, politiques, et donc avec lequel évidemment mon travail est de composer. Et ça, c'est à la fois génial et très complexe de relier ces deux pôles entre
la force de la musique et les impasses dans lesquelles parfois le livret peut nous emmener. Et puis il y a des moments où des personnages, où tout d'un coup les choses se rassemblent, et où tout d'un coup, un personnage émerge, par exemple dans la deuxième entrée, celle des Incas. Tout d'un coup, en tant que metteur en scène, on a des vrais personnages. Vascar et Fanny, c'est des personnages au sens, c'est des êtres qui ont des contradictions, qui ont des ambiguïtés, qui ne sont pas des stéréotypes, qui ne sont pas uniquement des stéréotypes. Et là, tout d'un coup, on peut compter sur eux. Voilà. Et sinon, on compte surtout sur la musique et les images qu'elle est. En tout cas, c'est comme ça que j'ai saisi l'œuvre, c'est de se dire, pour moi, c'est avant tout une musique qui ouvre un imaginaire, qui ouvre sur du geste, qui ouvre sur des images, et parce que c'est avant tout ça, cette forme d'opéra-ballet, c'est un prétexte à produire un spectacle d'enchantement, de déroulement d'images et de tableaux et de danse, où l'histoire est un prétexte. Comment sont nées l'idée, par exemple, d'un élément scénique qu'on peut dévoiler pour ceux qui n'ont pas vu, cette grue, ce bras articulé qui vient régulièrement, qui a une fonction dramatique. D'où est venue cette idée? Disons qu'il y a quelque chose d'assez étrange dans le livret, qui tient aussi à ce moment-là de l'histoire et de l'homme des Lumières, qui est sûr, et c'est comme ça que Fuselier le met dans la préface, que tout a une explication rationnelle. Et qu'avant, il explique dans la prologue, avant on comptait dans l'opéra sur les dieux, sur le merveilleux et le surnaturel, pour faire advenir de l'action. Mais il commence le prologue pour dire, en fait, tout ce dont je parle est tiré d'histoires vraies et tout a une explication naturelle. Donc au lieu d'avoir des tours de magie d'un dieu ou d'un personnage mythologique, c'est une tempête, c'est un tremblement de terre, et pourtant, ou l'éruption d'un volcan, et pourtant, dans l'œuvre, il y a un personnage qui nous explique qu'en fait, on peut déclencher l'éruption d'un volcan en jetant des rochers dedans. Et à l'époque, la science pensait que c'était comme ça que l'éruption d'un volcan se déclenchait, ce qui donne une tirade absolument incompréhensible si on n'a pas le sous-titre ou le sous-texte de ça, mais qui témoigne d'un rapport à la science et à la raison qui est assez étrange, une confiance absolue en ça, en la machine du monde rationnel, et qui, quelque part, la croyance que ça va chasser tout le mystère et tous les conflits, et que l'homme va avancer vers la lumière grâce à la raison. Et donc non seulement se séparer de la superstition et du fait religieux, mais avancer que la raison et ce sens mécanique du réel va amener les peuples vers la paix. Donc voilà, c'est cette idée d'un Deus ex machina, rationaliste, qui tout d'un coup surgit et provoque ces événements qui sont non pas surnaturels, mais là, bien réels. Et il y avait cette idée de quelque chose de plus grand que l'homme, qui parfois produit son malheur, parfois produit sa sidération, mais qui est une espèce oui, comme un Deus ex machina, mais à un moment donné où l'homme commence à refuser de croire à la magie, mais veut continuer à être émerveillé. Il y a dans le spectacle à la fois il y a beaucoup de danse, bien évidemment, parce que c'est dans la partition. Il y a évidemment ces trois intrigues, 4 si on compte le prologue. Les danses, évidemment, durant les danses, on voit énormément de danseurs, mais ce qui fait aussi peut-être l'unité entre l'action chantée et les danses, c'est que les danseurs interviennent aussi lors des récitatifs et des airs. Comment vous avez travaillé là-dessus, Bitoun Ebele? Vous avez eu, vous, des propositions sur, par exemple, moi je pense à l'air notamment un des très beaux moments du spectacle, l'air Viens Hymen, chanté par Fanny, où on a vraiment un soliste qui accompagne la soliste, en l'occurrence Sabine Devielle. Comment ça s'est passé, cette collaboration et cette idée de mettre de la danse là où il n'y en a pas? Alors, pour moi, Viens Hymen en particulier est vraiment quelque chose qui se danse pour moi avec vraiment une possibilité de se déplacer,
d'une fluidité de mouvement comme celle que Cal interprète, incarne même, et qui a épousé la voix de Sabine, mais voilà, il y a eu quelque chose d'inédit, de singulier. Comment s'appelle ce danseur? Cal Hunt. D'accord. Alors c'est un peu notre guest, vu qu'il vient de Brooklyn, il n'est pas français, c'est le seul qui a été convoqué pour cette danse-là précisément, qui n'est pas encore initié par des danseurs en France. Donc il fait du flexing. Donc c'est l'équivalent de pointe avec des baskets en fait. Sauf que là, il y a une tendance à avoir des torsions. C'est ce qui crée un peu le commun de toutes les danses, que ce soit l'électro ou le break. Il y a quelque chose qui va autour des torsions du corps. Et à cet endroit-là, j'ai trouvé intéressant d'essayer de nouer avec la voix de Fanny. Et en fait, il y a déjà eu un travail d'espace, où cette danse-là, qui justement permet vraiment aux danseurs de faire des espèces de glisses au sol, peut se déplacer assez vite. Et j'avais l'image de la fuite, c'est quelque chose qui revient souvent dans mon travail autour du marronnage. Donc les marrons, c'est des personnes esclavagisées qui fuient la plantation, un espace d'enfermement, pour créer de nouvelles sociétés libres. À l'intérieur de ça, il y a vraiment toute une pensée qui s'est développée autour de procédés de chant pour pouvoir exprimer le manque en fait d'être passé d'un continent à un autre. Donc il y a le chant, la musique et même la percu qui vient comme ça permettre de penser cette manière de marronner, d'esquiver, de fuir, d'être en suspension. Donc c'est un peu ce que j'essaie de composer. C'est comme ça que j'essaie de composer autour du travail chorégraphique. Et en l'occurrence, là, avec Cal, il y avait la structure de ce morceau-là, qui est une structure ABA, que je trouvais justement vraiment dialoguer avec l'idée du marronnage, en fait. Donc, A pour la fuite, non, A pour le fait d'être enfermé, B pour la fuite, et A pour se dire, je compose avec le fait que j'ai été dans un espace enfermé, et qu'aujourd'hui, c'est moi qui ai choisi ma liberté. Donc voilà, il est sur cette torsion-là au départ, il se déplace, et finalement, il arrive à déployer sa gestuelle qui exprime cette liberté-là. C'est un danseur que vous connaissiez, que vous aviez déjà vu? Non. Non? À la base, au début, je rêvais de Lil Buck, un danseur qui est assez connu pour ça, mais bon, il n'avait pas été accessible. Donc j'ai demandé à un autre danseur de me dire s'il connaissait d'autres danseurs dans cet esprit-là. Et quel est le profil de vos danseurs, des 28 danseurs? Alors 28 sans lui, peut-être, ouais. 29 avec lui, c'est ça? 29 avec lui, ouais. 29 avec lui, de votre compagnie. D'où viennent-ils? Alors, il y a des danseurs avec qui j'ai eu l'habitude de travailler, que j'ai même vu dans leur début en Guyane pour Cynthia, par exemple. Il y a des danseurs qui viennent beaucoup de la compétition, d'autres ont l'habitude de la scène, des scènes contemporaines. Donc, on a fait des auditions aussi l'année dernière, qui a permis d'avoir les 29, parce que j'ai pas l'habitude de travailler avec autant de danseurs. Donc, il y a plusieurs danses, en fait. Il y a du b-boying, du walking, de l'électro, du voguing, du break. Et ils sont tous de générations différentes, ça aussi c'est intéressant. Et l'idée c'était, à travers mon travail, d'essayer de trouver un vocabulaire pour permettre de dérégler ces danses-là, d'être au service de l'œuvre, de cette musique-là, et de pouvoir composer avec l'idée de faire 3h40 de ça, sans se dire que le premier rendez-vous c'était le crump. Et là, c'est quoi précisément? Le crump? Oui. Alors c'est ce qu'on voit dans la vidéo troisième scène. C'est une danse qui est née dans les années 90 suite aux révoltes urbaines, suite au tabassage de Rodney King. Elle a 3 bases. Une qui est le stomp, donc c'est plutôt une percussion au niveau des pieds. Une autre c'est le chest pop, donc c'est une espèce de contraction de la poitrine. Et une autre c'est le arm swing. Donc c'est voilà. Pour moi, je vois cette danse comme un cri du corps. J'aime à mettre ce mot-là en me disant que c'est une autre forme de tension dans le corps. Et donc voilà, on la retrouve beaucoup dans la nouvelle entrée. Mais je me voyais mal composer 3h40 avec juste cette danse-là. Donc c'est en ça où j'ai proposé à Clément qu'il y ait d'autres danses qui ont suivi le cheminement du hip-hop. Parce que c'est l'une des premières qui s'est professionnalisée vraiment. Et je trouvais intéressant de convoquer l'électro, qui est une danse typiquement française, qui est née dans les clubs de région parisienne, ou le voguing qui est là depuis très longtemps, dans les années 70 aux États-Unis, voilà, qui reprend le mot de Vogue, là c'est le magazine Vogue, et puis le clip de Madonna. C'est comme ça que ça s'est popularisé. Donc voilà, j'avais envie de convoquer toutes ces danses en me disant, il y a un rendez-vous possible pour pouvoir déployer cette musique-là. Oui.
Vous étiez familier, Clément Cogitor, de cet univers du hip-hop? Familier, c'est un grand mot, mais disons, je connaissais les familles vaguement, sans forcément voir à quel point elles pouvaient être différentes. En fait, j'ai énormément appris. C'est-à-dire qu'au début, je voyais bien les familles de danse. C'est-à-dire quand on a sélectionné le groupe de danseurs, on voulait à la fois des danseurs très identifiables dans leur danse, qui pouvaient amener des choses que peu d'autres danseurs pouvaient amener, et en même temps aussi des danseurs assez polyvalents qui pouvaient passer d'une danse à une autre. Et au début, j'avais du mal à voir parfois, parce qu'il y a des danses qui peuvent être assez proches les unes des autres, de voir ce qui faisait vraiment leur différence. Et après tant de travail avec eux, j'ai remarqué que en fait, quand je les vois sur scène, même quand ils ont tous, par exemple, toute la capuche orange, ou qu'ils sont... Enfin, qu'on ne peut pas les reconnaître, je sais à leur manière de bouger qui est qui, en fait. C'est-à-dire que même à l'intérieur des crumpers ou des vogueurs, chacun a une manière de le danser ou de se déplacer qui fait que c'est même plus que des familles de danse ou des sous-familles de danse. Chacun d'eux a quelque chose qui n'appartient qu'à lui. Et c'est ça, je trouve, qui moi, m'émeut le plus. Au-delà de ces noms qui sont un peu comme des logos, le crump, de dire ça évoque telle image, le break, ça évoque telle image, mais chacun d'eux a une manière de le réinventer, quoi. Comment ont réagi les chanteurs, les solistes pour commencer, face à cet univers qui était aussi inédit pour eux, ou en tout cas rare sur une scène d'opéra? C'était une grande rencontre, je pense, pour tout le monde. En fait, c'était autant un choc pour les chanteurs d'être entourés des danseurs, mais aussi pour les danseurs d'avoir travaillé pendant des mois sur un enregistrement et tout d'un coup de voir cette musique incarnée par des visages, par des présences, par les énergies de tous les solistes qui tout d'un coup faisaient que la musique devenait vivante, ils pouvaient en avoir les larmes aux yeux, et tout d'un coup ça amenait une connexion, quelque chose de très fort entre eux, et dans les deux sens, et de voir aussi pour les chanteurs ce que leur voix provoquait dans le corps des danseurs. Et ensuite on a eu la chance de travailler avec ces danseurs et ces chanteurs-là. Voilà, je pense que le projet n'aurait pas pu exister, je pense, avec d'autres, quoi, parce que leur envie de s'aventurer, cette envie aussi de casser les barrières, c'est-à-dire on a fait attention à ce qu'il n'y ait jamais de hiérarchie dans le rapport qu'on a à l'action, à la scène, de se dire c'est une troupe, quoi. Le chœur, soliste et danseur, et qu'il y ait quelque chose de fort qui les unisse. Alors évidemment, les chanteurs ne peuvent pas chanter dans le lointain, surtout à Bastille. Mais donc ça fait que toute la danse ne peut pas se faire devant un chanteur parce que sinon on l'entend plus, donc il y a quelques règles qui font que le plateau ne peut pas être réorganisé n'importe comment, mais dans le travail et dans beaucoup de tableaux, on a essayé de chercher quelque chose le plus organique possible. Voilà, quand les choristes et les danseurs dansent ensemble, on ne sait plus qui est qui, qu'une soliste ou un soliste peut tout d'un coup être dans un groupe et on ne sait plus si c'est lui ou pas. Enfin, voilà. Et ça, c'était important pour nous parce que c'est aussi, disons, du plus jeune au plus âgé de toute la troupe, il n'y a pas beaucoup de différence. Enfin, il y a vraiment quelque chose de génération et la nôtre. Et ça a facilité aussi beaucoup le travail, quoi. Mm-hmm. Même si on a pu grandir dans des mondes différents, on a grandi en même temps. Oui. C'est vrai que quand on voit l'ensemble chœur et danseur, on ne sait plus en effet qui chante ou qui danse. Comment ça bouge un chanteur, Bitou Dembélé? Le chœur de chambre de Namur, par exemple. Est-ce que vous avez dû combattre des tics de chanteurs? Ça existe ou... Alors, Alexandre, il en a un qui est celui-ci. C'est clair. Ah, faire ça. Mais voilà. Alexandre Duhamel. Oui, vraiment, j'ai ce souvenir. Si je dois en mettre un, c'est vraiment celui-ci. Mais je trouvais intéressant de voir que c'était un geste qui pouvait déployer sa voix. Enfin, c'est pas un geste gratuit pour moi, c'est une habitude qui est la sienne. Mais je sentais qu'à ce moment-là, il y avait quelque chose qui était une reconnexion avec le corps pour que ça puisse. Voilà. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Sabine, ça va être un peu plus comme ça.
Elle va être un peu plus comme ça. Voilà, il y en a quelques-uns, mais bon, voilà, il y a des moments où Clément a voulu essayer de les gommer aussi pour faire exister d'autres choses, mais après ils vont avoir des habitudes qui vont être celles de cet espace-là aussi, mais j'ai senti qu'ils ont justement essayé de les dérégler et d'essayer d'avoir un peu notre corporéité. J'ai trouvé ça intéressant. Mais déjà, c'est des chanteurs qui ont appris à jouer en même temps que chanter, ce qui n'est pas le cas de la génération précédente. Donc déjà, ils ont envie de jouer, ils savent qu'ils ont des tics comme tous les chanteurs, et ils ont envie de les perdre. Et donc déjà, comme metteur en scène, le premier réflexe, c'est de vouloir les gommer ou les enlever. Et puis après, on se rend compte que, en fait, ils en ont besoin par moment, que ça fait aussi partie d'eux, et que du coup, il faut essayer de se servir parfois de gestes qui font partie d'eux, parce que c'est leur corps a appris à chanter comme ça, pour que ça raconte, qu'un bras qui monte emmène quelque chose, ou ait un lien avec quelque chose qui se passe sur scène, ou soit intégré dans une chorégraphie. Et ça, c'est les plus belles surprises qu'on a eues en travaillant, de se dire, voilà, au lieu de parfois d'aller... Parce que voilà, c'est compliqué dans la direction d'acteur, mais que ce soit je pense autant au théâtre, au cinéma qu'à l'opéra, c'est qu'on a une idée du personnage et puis tout d'un coup on a l'acteur enfin en tout cas on a l'interprète et que forcément il y a un écart entre les deux et parfois on peut comment dire, essayer de contraindre le chanteur à l'image qu'on a du personnage. Parfois, c'est l'interprète qui lui-même va adapter l'idée qu'on a du personnage. Et puis parfois, c'est un petit peu les deux qui se modifient et qui font qu'il y a une rencontre entre cette intention de départ et le corps ou l'énergie de l'interprète. Et je trouve, dans ce moment-là, quand il y a un déplacement des deux, c'est-à-dire l'idée du metteur en scène et le corps de l'interprète, quand les deux se déplacent, que tout d'un coup, que le personnage émerge vraiment. Mais c'est pas facile, voilà, ça marche pas à tous les coups. Ouais. Parce qu'il faut du temps pour ça, pour apprendre à apprivoiser mutuellement enfin, les images qu'on a, les intuitions, la manière qu'on a de se déplacer ou d'imaginer le geste, quoi. Oui. Mais j'imagine quand vous prévoyez un film, que vous avez peut-être déjà dans l'écriture une idée d'un acteur ou d'une comédienne idéale, alors que là, vous êtes face à un personnage qui est interprété par un tel. Oui, ça c'est très différent à l'opéra par rapport au cinéma. C'est que moi, le casting, il m'a été présenté en fait, et c'était assez drôle parce que enfin, en fait, je crois qu'officiellement ou contractuellement, je dois valider le cast. Et donc, je me rappelle de cette discussion, on m'avait expliqué qu'en fait, il fallait des chanteurs qui soient suffisamment talentueux pour être sur la scène de l'Opéra de Paris, qui devaient être suffisamment célèbres pour pouvoir aussi attirer du public, qui devaient être français, parce que le baroque français chanté par des non-francophones peut être... Ça arrive parfois. Voilà, mal se passer, qu'il fallait qu'ils aient le coffre suffisant pour passer le cadre de scène. Et on m'a dit, voilà, il y en a à peu près 10, c'est ceux-là. Et alors évidemment, je connaissais la plupart, mais je ne les ai pas forcément vus tous sur scène. Et bon, j'étais déjà très, très, très heureux de voir, parce que je me dis, en fait, c'est les meilleurs, c'est merveilleux. Mais forcément, ce n'était pas forcément cette image-là que j'avais de ce personnage pour ce rôle-là. Et donc jusqu'au moment où, jusqu'au premier jour de répétition, je ne savais pas vraiment. Et comment ça allait se passer, comment justement cette rencontre dans l'intention que j'ai pour le personnage et le corps ou l'énergie de l'interprète vont se rencontrer. Et ça, c'est très différent du cinéma, et encore que, parce qu'au cinéma, on peut aussi commencer à travailler avec un acteur, et puis il peut ne plus faire le film, ou ne pas être disponible, et qu'au dernier moment, on change, ou on doit réécrire le rôle pour lui. Mais c'est toujours riche, à moins de faire vraiment une grosse erreur de casting, et ça arrive aussi. Ou alors d'avoir des acteurs ou des interprètes qui sont des blocs, quoi, qui sont uniquement ce qu'ils sont et qui ne veulent pas être autre chose. Ça peut marcher très très bien, mais dans ce cas-là, il faut que le rôle soit sur mesure ou qu'il soit écrit. Voilà. Mais voilà. Et là, c'était pas du tout le cas. C'est que je pense avoir travaillé avec des acteurs merveilleux. Voilà. On parlait tout à l'heure, donc on sait que les répétitions ont commencé avec tout le monde, disons mi-août à peu près, après le 15 août. Mais vous avez commencé dès le mois d'avril, je crois,
avec Alarcon, Leonardo Garcia Alarcon, qui est venu un petit peu. Non, pas du tout. Non, il était là avec nous en avril, mais avant, on n'était que tous les deux avec les danseurs, ou Bintou Ouais. avec les danseurs. Et à partir d'avril, Leonardo Garcia Alarcon est venu travailler avec vous. Non. Non. Non, il est venu à partir du mois d'août seulement. Il était là. D'accord. Quelles ont été les premières réactions du chef d'orchestre qui, lui, sait qu'un menuet, ça se danse comme ça, une gavotte, c'est comme ça, dans le rythme. Comment a-t-il collaboré avec lui, Bintou? Alors, il y a eu effectivement un avant qui était, en tout cas pour la rencontre avec Leonardo, les auditions des choristes, en fait. Où effectivement l'idée c'était que je puisse proposer des mouvements pour voir un peu comment les choristes pouvaient se déplacer. Et je sentais que Leonardo était déjà à cet endroit-là, un endroit de curiosité, et qu'il allait complètement dans le sens de Clément ou des propositions que j'avais. J'ai eu assez vite envie de tester des ralentis avec les choristes, donc il y a un grand moment comme ça. Pouvez-vous nous parler de ça? C'était étonnant ce moment-là dans la scène, Voilà. dans le spectacle. Le ralenti. Voilà, c'est un peu, si je dois un peu sortir ma valise, il y a les ralentis, les silences, les apnées, les suspensions. C'est une manière que j'ai de pouvoir convoquer et orchestrer ces flux d'énergie dont je parle et de faire quelque chose d'organique en me disant comment je le suspends, comment on peut se sentir attiré par... Et donc là, effectivement, j'ai trouvé intéressant de les faire travailler sur traverser les plus vastes mers. Et pour eux, c'était très éprouvant. C'était beaucoup plus éprouvant d'être au ralenti qu'être dans une énergie assez dense. Je trouvais ça hyper intéressant. Mais voilà, en fait, ça s'est bien passé. Et ils avaient vraiment, vraiment envie de danser. C'était assez chouette, quoi. Est-ce que vous avez envie de changer des choses quand vous voyez c'est la 4e représentation, des choses que vous feriez différemment aujourd'hui, modifier ou pas? Oui, mais c'est pour tout, en fait, pour tous mes Ah bon, projets. tout changer? Non, pas Non. tout changer. Ah, non, mais tous je veux vos dire, projets. chaque fois que je fais quelque chose, évidemment, je leur ferai pas tout exactement de la même manière. Il y a des choses, je sais que si je les refaisais, j'arriverais jamais à les faire comme on les fait la première fois. Enfin, que c'est, comment dire, que du coup, heureusement qu'on ne peut pas les refaire. Parce qu'elles sont, comment dire, c'est comme un premier amour en fait. On fait des erreurs, on fait des maladresses, mais on a, comment dire, une intensité et un désir à un moment qui fait que ce qui se passe à ce moment-là ne peut pas se répéter, quoi. Voilà. Mais ça, c'est pour, je pense, pour tout geste artistique. Ça se produit à ce moment-là et à un moment donné, ça se fixe. Voilà. Et donc on fixe aussi on fixe parfois des erreurs ou des erreurs qu'on n'arrive pas à rattraper, mais on fixe aussi tout d'un coup quelque chose qui a surgi et qui nous a émus et on construit autour de ça. Bintou, vous? Moi, j'aime assez ce qui se passe. Je ne suis pas venue à la deuxième. J'ai eu besoin de sentir que ça ne m'appartenait plus, que j'ai souhaité bon voyage à tout le monde, en disant qu'on avait eu des premières étapes et que là, en fait, c'était eux qui avaient les rênes et qui allaient porter cette traversée avec le public. Et finalement, je vois qu'ils sont en train de se réapproprier l'espace et l'œuvre, et je trouve ça génial. Je trouve que c'est une sensation, en tout cas pour ma part, qui est assez intéressante à vivre. Et alors le truc qui me fait plaisir, c'est quand les gens me disent qu'ils ont le besoin de revenir. Ça, c'est chose que je vis déjà dans mes projets. Les gens ont besoin de revenir pour mieux saisir, ou il y a quelque chose qui leur a échappé. Et cette sensation du public de se dire, mais je l'ai vu une fois alors que c'est quand même 3h40, j'ai besoin d'y retourner. Ça, je trouve ça assez intéressant. Et puis, à mon endroit, de me dire, je suis peut-être frustré, mais que cette frustration-là va se digérer, elle va peut-être faire jaillir autre chose sur un autre projet. Et ça aussi, c'est intéressant pour moi. Le spectacle vivant, comme ça, vous avez eu l'occasion de Clément Cogitor, de vous y coller déjà. Vous êtes vidéaste, vous êtes cinéaste, photographe également. J'imagine que quand vous parlez de ces œuvres fixées, elles sont d'autant plus fixées qu'elles sont sur un support et qu'on ne peut plus les toucher. Oui, complètement, ce qui fait que c'est d'autant plus dur pour moi. Enfin, pour moi, c'est vraiment c'était une première de production, mais pour moi, c'était la première de toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai pas mis de spectacle de théâtre en scène. C'est vraiment pour la caméra que j'ai travaillé jusqu'à présent. Et ce rapport-là à l'objet fini est radicalement différent. C'est-à-dire que pour moi, c'est un sentiment absolument insupportable que ça puisse mal se passer un soir. Alors, parce que je sais qu'une fois que j'ai fait un film, même s'il y a des choses dont je ne suis pas content, je sais que le film va arriver à terme sans problème,
que les acteurs vont emmener l'action jusqu'au bout de la bonne manière, et l'idée qu'une représentation puisse mal se passer, parce qu'il y a voilà, un danseur peut tomber, un mouvement technique mal se passer, enfin voilà, et puis ça arrive, voilà, il y a une dimension technique enfin, sur les spectacles qui est complexe aussi, et ça c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à apprivoiser, qui est toujours pas facile, et puis l'idée voilà, d'abandonner aussi le bébé, quoi, parce que c'est en fait par exemple en film on a beaucoup plus de temps avant de se dire c'est fini. Là on finit, enfin l'opéra particulièrement, on finit dans une urgence qui est épouvantable vu les dimensions que particulièrement dans un projet comme ça que ça prend, entre la technique, le nombre de personnes sur scène, entre le détail qu'on cherche, qu'on a construit pendant des semaines, et tout d'un coup tout se réunit à la fin dans un temps très court. C'est extrêmement brutal de le laisser comme ça aussi vite, sans avoir le temps de s'habituer soi-même à ce qu'on a fait, de prendre du recul, de pouvoir revenir en arrière sur certaines choses. Donc ça c'est vraiment très très différent par rapport au film, ou même un montage d'exposition où les choses sont quand même plus prêtes en amont, mais c'est ça aussi qui fait l'intensité, je pense, et la présence qu'il y a sur la scène, c'est que tout ça sort juste de la... C'est à peine mis en place et tout d'un coup jaillit, quoi. Et ça, c'est pour moi qui suis un peu le premier spectateur avec Bintou et l'équipe, quand on est dans la salle seule, tout d'un coup ça nous saute à la figure, des images qu'on a imaginées il y a parfois plus de 2 ans. Et en fait, on les voit parfois, je dirais pas 48 heures avant la première, mais pas loin. Je crois qu'il y a quelques par exemple, l'écran qui sort comme ça et qui éclaire les danseurs, ça, je l'ai vu. En fait, la première fois que je l'ai vu exécuter exactement comme je l'avais imaginé, c'était le soir de la première. C'est-à-dire que la générale, il n'était pas prêt encore. Il était encore en retard, il n'était pas au bon moment. Et, voilà, et ça, pour moi, c'est terrifiant. C'est un écran qui monte de ce trou, qui éclaire à un moment donné la troupe, dont ils deviennent esclaves en les regardant, c'est ça en quelque sorte, en étant absorbés par cette image, non, fascinés par ces images qui pullulent sur cet écran qui est animé de couleurs tout d'un coup. C'est ça l'idée ? C'est ça, c'est l'idée de comment dire, il y a le spectacle convoque des sources lumineuses au fur et à mesure qui sont plus ou moins entre les flashs du début, les passerelles, l'écran. Le manège. Le manège, des objets qui appartiennent à notre... à notre quotidien, des objets de notre monde, mais qui tout d'un coup prennent une sorte de position presque ritualisée, comme si tout d'un coup ça devenait des objets presque sacrés, qui tout d'un coup... rassemble ou en tout cas ont une action sur les corps qui peut être plus ou moins brutale, et qui pour moi est une interrogation des corps qui sont mis en lumière, voilà, et qui est une sorte de métaphore du corps qui tout d'un coup est jeté sur la scène et regardé, observé, examiné, qui est pour moi aussi une forme de réponse à l'exotisme qui est dans le livret. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le regard qu'on pose sur le corps quand on le projette comme ça sur la scène, avec l'idée que c'est qui vient d'un autre monde, ou qui n'est pas comme nous. Et ça, je voulais le raconter aussi par la lumière, voilà, interroger les lumières par la lumière. Et si je peux me permettre, la réponse qu'on a eue, qui pour moi est assez intéressante par rapport à cette scène-là, c'est il y a un geste qui revient souvent, c'est la question de la chute. C'est vraiment beaucoup des choses qu'on a explorées en mouvement. Donc pour le voguing, il y a ce dip qui est vraiment un mouvement, une chute qui est volontaire en fait, avec une torsion de la cheville. Comme je vous disais, au niveau de Kyle, il a comme ça des torsions par moment. Et donc la question de la chute, elle est une réponse un peu à cette charge et à ces espaces qui par moments sont enfermants, même que ce soit en lumière ou le fait qu'on soit assez souvent sur les socles. Cette symbolique qu'on a, effectivement, elle se traduit par la question de la chute en fait, qu'on retrouve assez souvent dans les danses. Vous dites dans le programme, Clément Cogitor, que les Indes galantes, c'est danser au-dessus d'un volcan. Vous avez parlé tout à l'heure des faiblesses du livret de Louis Fuselier, que la musique de Rameau a tendance à écraser un peu tout ça. Est-ce que vous avez voulu
donner une dimension, une lecture politique des Indes galantes? Ce que j'ai essayé, c'est de... Je pense qu'il y a des... J'ai essayé de me saisir de l'œuvre à travers la question politique, mais de ne pas la réduire à la question politique. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des questions politiques dans l'œuvre, il y a des malentendus politiques dedans, entre des personnages qui pensent parfois parler de la même chose, mais qui ne parlent pas de la même chose. Par exemple, le livret confond tout le temps le mot paix et le mot victoire. Voilà. Et il n'y a que le vainqueur pour confondre ces deux termes. C'est-à-dire qu'on parle de paix impériale. Voilà. Et ces choses-là, j'avais voilà, les prendre à bras le corps et de raconter ces enjeux politiques qu'il y avait derrière, mais et puis les questions de guerriers, les questions de victoire, les questions de guerre dans l'œuvre. Et c'est politique, des interactions de pouvoir et de domination entre des hommes et des femmes. Donc la politique, elle est déjà dans l'œuvre elle-même. Et ce que j'ai aussi essayé, c'est voilà, que ça ne se réduise pas à ça. Parce que je pense que c'est les Indes galantes, bien sûr dans la musique, mais aussi dans le livret, c'est aussi une profonde poésie et qui cherche à ouvrir l'imaginaire du spectateur, à offrir des images, et qui sur la scène sont parfois assez sombres, peuvent être assez dures. Et ce que j'ai essayé de faire, je crois, c'est comment dire, mettre en scène une œuvre lumineuse pour des temps obscurs, disons. Voilà, et d'essayer que cette poésie résiste à cette obscurité. Bitou Dembélé, sur cette dimension politique, qu'en dites-vous? Nos danses sont politiques, nos gestes sont politiques. L'idée, c'est de penser différemment, peut-être plus à travers la poétique. D'être là où on est et ce qu'on est, je pense qu'il y a quelque chose qui est aussi de cet ordre-là. Nos danses convoquent un peu le contexte dans lequel on est. Le voguing dans les années 70, le hip-hop dans les années 80, le crumb dans les années 90, l'électro dans les années 2000. Je pense qu'on peut dire que difficilement que nos danses ne le sont pas, en fait. C'est clair et net qu'elles ont une charge, et après c'est comment on arrive à transformer cette charge, à dénouer les tensions, délier les tensions, repenser et déposer. Donc voilà, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, et je pense qu'on ne peut pas faire sans, en tout cas nous, nos corps, être sur cette scène-là, c'est quelque chose de politique, c'est clair. Est-ce que ça vous a donné goût à l'opéra, cette expérience? Alors j'avais déjà eu goût à l'opéra, parce que mon frère s'était déjà produit dans La Chauve-souris avec Colin Serrault en 2000. Il y avait déjà eu une troupe de danseurs hip-hop qui s'était produit. Oui, effectivement, moi ça a été hyper intéressant de travailler avec Leonardo ou bien Clément, et puis d'avoir toutes ces personnes, les solistes, de les voir se déplacer, d'être vraiment très curieux de nos univers et de nos danses. On a été au travail, la technique, tout ça, on a vraiment senti des personnes passionnées autant que nous, et il y a eu un vrai échange qui a été très intéressant. Ouais. Ouais. Et vous, Clément Cogitor, ça vous a donné goût d'y revenir? Ah oui, complètement. D'ailleurs, c'est prévu. J'ai un autre projet en cours. Pas pour Paris, mais j'en ai un autre. Mais en fait, pour moi, ce qui était assez... le crash test, travailler avec la danse, je savais que j'aimais. Voilà, j'adorais pouvoir remettre en scène de la danse. Enfin, c'est quelque chose... Enfin, le mouvement, moi-même, n'étant pas chorégraphe, absolument pas, mais imaginer des univers pour que la danse se déploie, comment la danse peut s'intégrer dans des scènes d'action, au sens où comment la danse peut conduire des actions, c'est quelque chose qui, je savais que ça allait me passionner, que j'aimerais ça, mais j'avais une sorte je savais que pendant les 2 premières heures du 19 août, qui était le premier jour de répétition, je savais que ça allait se jouer est-ce que ce plaisir-là vient aussi avec les chanteurs. C'est-à-dire diriger des chanteurs, c'est très différent de diriger des acteurs de cinéma, et je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, si j'allais avoir du plaisir ou pas, et en 2 heures, c'est devenu comme si c'était quelque chose pas que j'avais toujours fait, mais ça faisait partie de moi, et j'ai eu presque un plaisir plus fort que la direction d'acteur au cinéma, notamment parce qu'au cinéma, on
on est d'abord contraint par le naturalisme. C'est-à-dire que pour que quelque chose fonctionne, il faut déjà qu'on y croit au cinéma. Voilà, à moins de faire quelque chose d'extrêmement stylisé. Mais il faut croire à la réalité de ce qu'on dit. Alors qu'à l'opéra, la question du naturalisme, à part pour quelques œuvres qui pourraient s'y prêter, quelques œuvres du XXe siècle, où on est même plutôt dans de l'expressionnisme, mais particulièrement dans le baroque, ça n'a rien à voir avec le naturalisme. C'est-à-dire que on est dans une autre dimension, on est dans quelque chose de beaucoup plus stylisé, on est dans un rapport au corps, au mouvement, à l'énergie qui se déploie, qui ne cherche pas à imiter nos actions dans la rue ou chez nous, comme ça allait au cinéma, mais il y a un décalage tellement radical avec notre réalité que pour moi c'est une sorte de voie qui s'est ouverte et où j'aimerais y passer beaucoup plus de temps et avoir sur d'autres projets qui soient de pouvoir me dédier plus loin, beaucoup plus à la direction d'acteurs, et j'ai aussi la chance de travailler avec cette génération que maintenant il y a une génération de chanteurs qui est prête et qui en a envie, alors que quand on lit les mémoires de Peter Brook ou de Patrice Chéreau et qui racontent la première conversation avec des chanteurs, c'est surréaliste, parce que en fait ce qu'ils attendent juste, à l'époque, dans les années 50-60, c'est d'avoir leur marque sur scène et de se mettre au bon endroit pour attraper le bon accessoire, et que sinon ça se limitait à ça, alors que quand on travaille avec Sabine Devielle, Julie Fuchs, Alexandre Duhamel, c'est des acteurs mais vraiment exceptionnels, quoi. Et ça, je m'en doutais, mais ça m'a encore plus surpris de voir à quel point ils peuvent l'être, quoi. Ouais. Je ne sais pas dans la salle si tout le monde a vu le spectacle, peut-être pas, moitié. Non, on va le voir, vu. La semaine prochaine, d'accord. Hier. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos deux artistes ? Oui, je voudrais juste demander en quelques mots qu'elle nous donne une définition, mais courte, de breakdance, hip-hop, voguing, crump, etc. Parce que c'est un peu mixed up tout ça. Hein. Alexis, voilà, Alexis. Monsieur. Le mimant ? Pardon ? On donne un exemple ? Alors, ça va être assez difficile parce que j'ai essayé de mettre un mot pour les traduire tous. Mais c'est des danses qui sont complètement différentes, qui sont nées dans des espaces différents, excusez-moi. Le breakdance, c'est des jeux de jambes au sol. Vous avez des figures comme tourner sur la tête. Voilà, il y a un danseur à la fin, dans la nouvelle entrée, qui tourne sur la tête, puis il fait du breakdance. Le voguing, vous allez avoir Vinny qui en fait. Au moment du tremblement de terre, ils ont des perruques, en fait, et ils font des chutes. Font des sauts, et voilà, ça c'est du voguing. Donc le flexing, c'est Cal qui fait ce duo avec Sabine. Vous avez de l'électro qu'on retrouve beaucoup dans le prologue, en fait. Il y a Blay qui est un des spécialistes, donc c'est beaucoup des rotors, comme ils disent, des jeux de bras. Ils aiment aller à faire des contorsions à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a du walking qui est un dérivé du voguing, mais qui se joue de la flamboyance, de pose, de mannequins, d'acteurs, d'actrices. Qu'est-ce qu'il y a encore comme danse ? Le crump, c'est ce que vous voyez dans la nouvelle entrée, Nisson, Nos tristes alarmes, et puis Forêt paisible. Donc c'est vraiment quelque chose. Alors ça paraît violent, mais en fait c'est presque une violence qu'on se renvoie à soi, en fait. C'est comment la charge, elle va jusqu'aux mains. Des fois, c'est des grimaces dans le visage comme ça. Voilà, ça, c'est du crump, c'est ce qu'on voit à la fin de l'opéra. Et vous ? Pardon. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, c'est ce que je disais, c'est qu'ils ont 3 bases, et donc le stomp, c'est une des bases, et on a appris effectivement l'espace sonore qui nous a été autorisé par Léo et puis par Clément. Donc voilà, et par moment vous avez, donc là on l'entend plus dans la vidéo, on a de la hype, c'est le peuple qui s'exprime, on est vraiment à soutenir celui qui est au centre, qui prend l'espace de la palabre, et ça c'est une convocation du public autour de pouvoir participer à ce qui se passe au centre, et ça c'est autorisé chez les crumpers. Et parmi tous ceux-là, ceux dont vous citez, lequel est le vôtre naturellement, à l'origine ? Moi, j'ai commencé à 10 ans, alors j'ai un peu traversé tout ça, mais j'ai commencé par le breakdance, effectivement. J'ai tourné sur la tête, j'ai vu le monde à l'envers. À 10 ans ? À 10 ans, oui. Ouais. J'ai 43 ans aujourd'hui.
Il y avait une émission emblématique à la télévision. HIP qui était présentée par Sydney sur TF1, ça a duré 1 an. 1 an seulement? Voilà, Ah oui. cette frustration de ne pas avoir eu la continuité, je pense qu'elle a convoqué et provoqué chez beaucoup des perspectives qui font qu'il y en a beaucoup qui sont chorégraphes aujourd'hui, donc c'est intéressant. C'est ça qui a suscité la découverte chez vous, cette émission-là? Ou... Oui, tout à fait. Alors, j'ai beaucoup aimé Claude François avec les Claudettes, j'ai beaucoup aimé Michael Jackson aussi. Enfin, voilà, j'ai aimé en tout cas le geste, la voix, effectivement. Il y avait cette danse aussi qui s'appelait le mur, c'est ça? Non? Alors, non, il y a un geste en particulier qui est vraiment le fait que je voyais Sydney sur la tête. Pour moi, c'était la symbolique de comment je percevais le monde. Je voyais les choses à l'envers, en fait, vraiment. Et j'ai eu vraiment hâte de faire de tourner sur la tête. C'est vraiment une sensation, une perception qui est énorme. Non, D'autres questions? Monsieur. J'imagine que la production vous a imposé un budget, vous a travaillé dans le cadre d'un budget. Est-ce que ça a été une contrainte pour vous? Il y a toujours des contraintes en général, et s'il n'y a pas de contraintes, on n'arrive pas au bout. Un exemple, un jour, il y a Henri-Georges Clouzot qui voulait faire un film qui s'appelait L'Enfer, et il a obtenu de son producteur aucune limite de temps ni d'argent. Et en fait, le film ne s'est jamais fini. Donc il y a des rushs merveilleuses qui existent, mais ça ne s'est jamais fini. Donc en fait, moi, c'est des contraintes... le temps et l'argent sont les contraintes de tous les metteurs en scène ou de tous les réalisateurs. Et donc oui, les moments où on m'a dit attention, là on dépasse, que ce soit sur le décor ou le temps de répétition, ça a été des longues discussions et de longues négociations pour arriver à tout faire rentrer dans, enfin voilà, les idées ou les envies qu'on avait, qui demandaient soit beaucoup de temps de répétition, soit beaucoup d'argent à fabriquer, mais pour que ce soit le plus proche de notre vision, quoi. Est-ce qu'il y a une reprise qui est prévue déjà? Je sais pas encore. J'espère. Ouais. Est-ce que c'est filmé? Il y aura une captation directe cinéma, ouais. Et puis ensuite sur Arte. Est-ce que c'est vous qui allez filmer? Non, je voulais pas filmer, parce que je manque totalement de recul sur le spectacle, et je pense que je serais pas le bon réalisateur pour ça. Mais c'est un très bon réalisateur de captation d'opéra qui va le faire. Ce sera pour Arte. Il y a aussi un film qui a été tourné par Philippe Béziat qui documente toute la création depuis les premiers rendez-vous, les premières réunions jusqu'au soir de la première, qui est aussi financé par Arte. Donc ce qui devrait promettre un coffret DVD, je sais pas, dans 1 an. J'ai lu que l'idée de le faire à Bastille, et ça vous avait plu en tant que symbole de plus qu'à Garnier, de faire ça à Bastille. C'est vous qui dites ça, donc je crois, non? Ou Bintou, non? Alors je sais pas si. Non. Ouais. Je sais pas si je l'ai dit. Je crois pas l'avoir dit exactement comme ça, mais quand je disais que j'ai pas compris la gageure au départ, c'est d'abord pour le baroque. Voilà, j'ai mis, je sais pas, quelques jours à comprendre à quel point monter du baroque à Bastille, c'était quelque chose de fou pour le monde lyrique, parce que de fait ça s'est jamais fait, et en fait la seule œuvre qu'on pouvait monter de baroque, c'était les Indes galantes, parce qu'on sait qu'il y avait une orchestration vraiment très très large, plus grande que ce qu'il y avait dans la fosse, que dans les archives qu'on a de Rameau qui demandait à Louis XV des musiciens, il demandait 10 contrebasses, alors que je crois que nous on est à 6, quelque chose comme ça. Que je dise pas de bêtises, mais c'est à peu près ça. Et voilà, et donc immédiatement, ce qui a été un énorme sujet de réflexion, c'était comment faire entendre, que tout le plateau soit recouvert de parois qui renvoient le son. J'ai fait avancer un petit peu aussi la scène, c'est-à-dire que l'avant-scène dans le spectacle, il est un peu plus au-dessus de la fosse que ce que c'est d'habitude, quasiment d'1,50 m. C'est-à-dire que quand les chanteurs sont vraiment très en avant-scène, en général, là, ils sont dans le vide. On s'en rend pas forcément trop compte si on connaît pas si on n'a pas les mesures dans l'œil, mais en fait ça change pas mal. Et ensuite, c'est symboliquement, il y avait quelque chose qui me plaisait beaucoup, c'était les Indes galantes, c'est un opéra populaire vraiment. On sait que les gens chantaient les airs des Indes galantes dans la rue, et c'est aussi pour ça qu'il est aussi connu, c'est-à-dire que
après son premier opéra, on avait dit à Rameau, je crois que je dis pas de bêtises, c'est Hippolyte ici, oui. On lui disait c'est impossible à retenir, la musique est trop complexe, il faut des choses plus simples. Et après il fait les Indes galantes, et alors là, voilà, tout Paris chante les Indes galantes. C'est sa deuxième tentative à l'opéra, je crois. Seulement. Et là, énorme succès, pas tout de suite, mais après. Ouais. Et donc, voilà, l'opéra qui s'ouvre sur le monde, qui s'adresse plus uniquement à la cour, et du coup de le jouer à Bastille dans un théâtre où la visibilité est très bonne, où la jauge est beaucoup plus grande, ça avait un sens très fort. La fosse d'orchestre est un peu plus haute que surélevée d'habitude aussi. ouais, elle est un peu surélevée. D'autres questions? Oui, moi j'avais une question, mais vous venez d'en parler un petit peu. Donc, j'ai vu le spectacle lundi soir, c'était merveilleux, je vous remercie. Comment le faire partager? Je sais que ça passe sur Arte, mais c'est aussi un spectacle. Donc, est-ce que vous envisagez une mise en scène plus légère pour rayonner avec ce spectacle et vraiment communiquer à un public beaucoup plus large? Alors c'est compliqué, le spectacle il peut difficilement voyager parce que sans m'en rendre compte j'ai techniquement utilisé des complexités techniques que quasiment aucun autre théâtre ne permet que Bastille, disons à part le Met à New York et le Walt Disney Concerto à Los Angeles, et c'est pas vraiment leur genre de programmation. Donc je sais pas si le spectacle pourra vraiment voyager. Ensuite une version allégée, je crois pas trop. Voilà, ce sera un autre spectacle, ou peut-être une version purement chorégraphique, sans décor, sans costume. Mais la question, c'est vraiment que faire des récits, enfin que faire de l'action, de ces quatre actions qui se déroulent, voilà, sans le décor, sans les objets qui y répondent. Donc je pense qu'il n'y aura pas de version réduite de la mise en scène. Alors, s'il y a bien un regret que j'ai, effectivement, c'est le fait que beaucoup auraient souhaité voir cette version-là, et malheureusement, les billets sont partis très très vite, mais indépendamment de ça, l'accès était très compliqué pour beaucoup de personnes. Donc, si j'ai un regret, c'est bien celui que, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui n'auront pas accès à cette scène et à la possibilité de voir les Indes galantes, ça c'est clair. Après, en fait, tu as fait la proposition que, suite à l'exposition Opéra Monde au Centre Pompidou-Metz, je fasse une performance des Indes galantes. Là, effectivement, il va y avoir quelques passages dansés, chorégraphiés, là, qui le 11 janvier, voilà, tu m'as j'ai une carte blanche et je vais pouvoir faire quelques moments. Il y a Beaux-Arts à Bruxelles qui souhaite aussi nous accueillir, et il y a les ateliers Médicis à Clichy-sous-Bois aussi qui vont au mois de juin nous programmer. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'il y aura une reprise avec une politique tarifaire différente. C'est-à-dire que là, le spectacle est très cher aussi dans les billets parce que c'est une nouvelle production. Et non, mais quand le spectacle est repris, il peut être amorti. C'est pas une politique tarifaire, mais disons que le spectacle puisse être moins cher quand il est repris. Enfin voilà. Lance le message. J'en rêve. Mais, voilà. Monsieur? Dans une potaille, sur la question de ce que met l'artiste et ce que voit celui qui le reçoit, ça vous intéresse de savoir ce qu'on a vu? Et moi, j'ai besoin de ça oui, même. Ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Alors, ce que j'ai trouvé le plus exceptionnel, c'est que je suis sorti hier en disant je n'ai pas vu un opéra baroque. Parce que d'habitude, à l'opéra, il y a un opéra et sa mise en scène. Et là, il y a une fusion réussie, parfaitement réussie, entre un opéra baroque, en effet, mais qui devient autre chose. C'est-à-dire que vous avez pris Rameau et vous l'avez complètement projeté dans le XXIe siècle. C'est plus une œuvre baroque, c'est une œuvre à part entière. C'est la vôtre. C'est votre vision. Et j'ai trouvé que c'était particulièrement réussi. Et il y a un autre point qui, à mon sens, explique que tout le monde se lève à la fois et que tout le monde crie comme jamais en entend Bastille. Vous n'en avez pas parlé. C'est un opéra qui ne parle pas d'amour, qui n'est pas très émouvant. Il n'y a pas de grande scène émouvante. Et pourtant, il y a énormément d'amour dans votre travail, dans les artistes. En fait, l'amour, il n'est pas dans les personnages. Il est dans les artistes et le bonheur qu'ils ont à être là où ils sont. Et ça, on se le prend en pleine figure. C'est Sabine Devielle, une diva qu'on adore, qui est heureuse avec ses danseurs qui viennent d'un autre monde. Et là aussi, c'est une fusion. Et les gens se lèvent
c'est vos artistes, et croyez-moi, c'est bouleversant. Moi, je suis sorti de ce spectacle en me disant, j'ai vu quelque chose d'exceptionnel, des imperfections, comme on voit progestif, ça, bien sûr, comment dire oui, mais ceci, je m'en fous. Je m'en fous. Ce qui me passionne depuis que je l'ai vu, je me dis, mais qu'est-ce qui fait que c'est si exceptionnel? Qu'est-ce qui fait que cette fusion est réussie? Qu'est-ce qui fait que cette œuvre, c'est vraiment un Rameau, vous avez rendu le plus bel hommage à Rameau d'histoire, qui est d'en faire une œuvre d'aujourd'hui, depuis tout ce temps que vous êtes. Merci beaucoup. Merci pour ça. Rêve d'y retourner. Merci vraiment. Ça, Moi, je ne connaissais pas les Ingalants, donc je l'ai perçu à ma manière, j'ai tout pris le livret, la musique, magnifique, la mise en scène, les danseurs. Maintenant, je viens d'entendre ce que vous y avez mis, de la réflexion que vous y avez portée, donc j'ai envie de le relire. Et c'est vrai que j'ai très envie. merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Merci. Madame? Merci, monsieur. Oui, vous avez été éreinté par certains critiques musicaux. Pour ne les citer, c'est le Figaro et le Monde. Visiblement, ils n'ont rien compris. Et Monsieur Merlin du Figaro qui dit « Je ne comprends pas pourquoi tout le monde se lève. » Tout le monde se lève parce que c'est fabuleux et qu'on le prend en plein dans le plexus et que c'est un spectacle comme on n'en a jamais vu. Donc, j'espère que ça ne vous a pas fait trop de peine parce que c'est insupportable de lire des choses pareilles. C'est de la connerie, quoi. Merci. Madame? Comment avez-vous été choisi par l'Opéra de Paris? Parce que à la présentation, j'avoue qu'il y a eu des applaudissements et il y a eu les cris. Tout de suite, le combat a été lancé. C'était très très drôle. C'était la première fois que je voyais ça. Lors de la présentation de saison, Oui. je pense que c'est la vidéo qui avait divisé, Oui. qui avait déjà divisé. Ouais. C'est vraiment sur la vidéo que tout s'est décidé. C'est à partir de là que Stéphanie Sner m'a invité. Et la vidéo avait aussi ses détracteurs. C'est-à-dire quand elle était publiée. Moi, je suis pas sur les réseaux sociaux, mais je regarde quand même ce qui s'y passe. Et j'ai vu vraiment, suivant l'endroit où elle était publiée, ça pouvait être un torrent d'ordures comme un concert de louanges. Et ça a vraiment divisé. Mais ensuite, en quoi je crois, c'est qu'il y a des choses qui au bout d'un moment, résistent et se déploient parce qu'elles font appel à des choses qui dépassent le cadre socio-culturel, politique, même de civilisation. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que le geste d'un danseur à ce moment-là, dans l'histoire, ou cette musique-là à ce moment-là de l'histoire ou géographique, va survivre, se déployer, être réinterprété parce qu'il est nécessaire et parce qu'il nous parle à tous, quel que soit ce contexte-là. Tant le geste d'un crumper que la musique de Rameau, qu'un chant soufi pakistanais, ou que je sais pas, un chant du blues, que ces choses-là, qu'elles puissent autant diviser au moment où elles surgissent, ça peut se comprendre, mais qu'au bout d'un moment, c'est le temps, c'est l'histoire qui font que ces choses-là restent parce qu'on en a besoin, quoi. Voilà. Et je pense qu'on a absolument besoin de Rameau aujourd'hui, comme on a absolument besoin du crump, parce que à travers eux, ils nous racontent. Rameau raconte des choses de nous, comme le crump raconte des choses de nous, et que c'est ça qui nous rend vivants. Voilà. Et je crois que c'est ce que moi, en tant que spectateur, j'attends d'une œuvre d'art, qu'elle me fasse me sentir un peu plus vivant qu'avant que je l'ai rencontrée. Question? Oui, c'est une question un peu décalée. Est-ce que vous travaillez avec les partitions, sur les partitions, et est-ce qu'il y a plusieurs éditions, surtout pour Rameau, ou alors c'est le travail du chef entièrement, ou est-ce que vous-même vous lisez les partitions? Moi, je lis les partitions et à la fin, j'ai travaillé avec la partition, enfin avec les annotations. Donc, mais sur établir la partition pour le spectacle, ça s'est fait assez rapidement. On a quand même pris la version la plus connue, que tout le monde reconnaît des Indes galantes, parce qu'en fait, il y a 16 versions de la partition. Donc, c'est vraiment... Et puis, d'une version à une autre, l'action n'est pas forcément la même.
l'ordre des airs ou des instrumentaux ne sont pas forcément les mêmes, mais on est parti de la version la plus connue, et puis parfois pour des questions de dramaturgie on a modifié un petit peu des choses ou fait des petites coupes, et parfois, enfin au début elle venait surtout de moi pour des questions dramaturgiques, et puis après aussi par moments pour des questions musicales où ça pouvait être ensemble avec Leonardo qu'on prenait certaines décisions, mais par exemple le nombre de da capo dans l'œuvre qui est assez aléatoire en fonction des versions, ou qui est parfois écrit, parfois pas écrit. C'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours exactement combien de fois Rameau avait prévu de reprendre telle partie ou telle partie, que c'est très mouvant, quoi. C'est vraiment, le baroque, c'est vraiment l'anti-Wagner, quoi, ou l'anti-romantisme. Rien n'est gravé dans le marbre. À partir de Rameau, ça commence vraiment à se fixer. Enfin, l'orchestration chez Rameau est très fixe, mais il y a... les ornementations aussi, bien sûr. Donc, en fait, on a, et comme metteur en scène et comme chef, enfin, pour Leonardo, que le baroque, les choses ne sont pas aussi verrouillées que plus tard dans la musique, dans l'histoire de la musique. Et voilà ce qui permet aussi d'intervenir sur des choses sans pour autant endommager quoi que ce soit sur l'œuvre ou sur la structure musicale, parce qu'à la base, elle est très mobile ou très fluide. Alors, moi, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas lire une partition. Je me suis concentrée sur une version condensée et où il n'y avait que des instrumentaux que j'ai trouvés sur iTunes, qui m'a permis de traverser, retraverser et de bien saisir la construction des musiques. J'ai eu besoin de passer par cette version condensée, et là où ça m'animait, c'est vraiment dans la structure répétitive. Là, vraiment, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de ce que j'avais, moi, déjà l'habitude de travailler. Et les versions récitatives, au départ, j'avais un peu de mal, avec vraiment cette question du livret et de son contenu. Donc, j'ai préféré être à un endroit de faire de la voix un instrument premier, vraiment dans sa matérialité. Et ensuite, c'est vraiment avec les danseurs, avec Leonardo, que là, j'ai commencé à vraiment me concentrer sur l'ensemble et les instruments, etc. Assez vite, voilà, j'ai eu des coups de cœur comme Musette, alors qu'au début, je me suis dit que ça allait être très difficile de faire une choré là-dessus. Et la flûte m'a très vite enchantée. Mais voilà, j'ai essayé vraiment de composer à mon endroit, et je suis assez contente d'avoir respecté ça, de ne pas essayer de faire ce que je ne savais pas faire, et visiblement, ça plaît. Madame ? C'est une question de détail, pardonnez-moi. Je suis comme monsieur, je ne connaissais pas les Indiens. Je l'ai pris dans ma figure, dans le cœur. Moi, j'ai été, j'avoue, très curieuse et très interpellée par un tout petit passage, pardonnez-moi, ce que j'ai compris comme étant une forme de joueur de flûte de Hamelin. Je ne sais pas du tout si c'est dans le livret d'origine, car j'avoue que je ne suis pas allée regarder. En fait, je n'ai pas envie de voir le livret d'origine, j'ai envie de garder ce que vous nous en offrez. Mais quand même, je suis très curieuse de ce joueur de flûte de Hamelin. Est-ce que j'ai mal compris? Non, c'est vraiment ça. C'est un moment dans le livret qui s'appelle La Fête des Fleurs, et qui est en fait, dans l'intrigue, en fait, il y a cette intrigue entre ces personnages qui se désirent et qui se travestissent, et ensuite c'est tout simplement la fête des fleurs, et qui est juste un prétexte dramatique à faire de la musique et de la danse, où il y a une petite histoire où c'est l'orage qui vient coucher les fleurs et qui sont relevées par Zéphyr après. Enfin, il y a une petite dramaturgie dans cette fête des fleurs où à l'époque le danseur était déguisé en fleurs, et puis il y avait un danseur qui incarnait Zéphyr et qui venait nous raconter cette petite action dans un jardin. Et moi, ce que j'ai voulu l'idée d'une fête aussi, mais une fête différente, une fête plus nocturne, plus étrange. J'ai aussi changé l'ordre, c'est-à-dire que ça se finit d'une manière un peu plus mélancolique, en tout cas par rapport à la version qui est établie, que ce qu'il y a, voilà, dans la partition qu'on connaît le mieux.
Et moi, j'ai imaginé ça comme une fête comme une sorte de rituel de la fin de l'enfance, voilà, qui pour moi est un petit peu ce temps de l'homme des Lumières, comment dire, comme si l'âge des Lumières était notre adolescence, nous, hommes et femmes de 2019, comme si c'était ce moment-là, en 1735, comme si l'homme se séparait totalement de la superstition, de la croyance en le mythe, en le religieux, et voilà, et faisait le deuil de son enfance, puisque pour moi, l'enfant, c'est peut-être le meilleur spectateur, parce que c'est le premier croyant qui est prêt à croire toutes les histoires qu'on lui raconte, et que petit à petit, le spectateur et l'homme moderne va cesser de croire pour petit à petit entrer dans une réalité beaucoup plus physique et rationnelle. Et mais ça, c'est pas lisible dans le spectacle, mais c'est l'idée qui m'a amené à ça, cette idée de ces enfants qui sont séparés des adultes et de la communauté, et qui petit à petit, comme dans un rite initiatique, vont y revenir après autour du feu. Voilà, c'est la petite histoire qui le guide, mais c'est avant tout un moment une sorte de fête à la fois, j'espère, poétique et émouvante, et aussi un peu inquiétante, parce qu'il y a l'idée de la séparation d'une enfance qui est arrachée à la sécurité de la famille ou de la communauté, et qui ensuite est renvoyée, mais qui, entre les deux, peut-être ces enfants-là peut-être ont changé. Une dernière question, j'ai vu une dernière question là, après, oui. Merci beaucoup d'abord. Alors pour finir sur une question beaucoup plus légère, quand vous avez appris tous les deux que Sabine Devielle était enceinte, qu'est-ce que ça a changé en tant que direction d'acteur et en tant que chorégraphie pour aider Fanny et Zima? Alors, pour tout vous avouer, je l'ai su assez tard pendant l'été. Et en fait, c'est pour Sabine quasiment qu'on avait prévu qu'on a prévu le plus de danse physique. C'est-à-dire que Julie, elle a autant de danse, mais c'est moins, comment dire, ça implique moins de déplacements, moins de mouvements. Et donc c'était la première conversation téléphonique vraiment qu'on avait avant de se retrouver. Et donc je commençais par lui décrire, voilà ce que j'ai prévu pour toi, voilà ce que Bintou et les danseuses ont préparé. Tu vas voir, ça va être, voilà, ça va partir. C'est très mouvementé. Je suis sûr que tu seras super. Et parce que moi, en fait, j'ai pensé à les inclure dans ces scènes, parce que je les ai aussi vues sur scène et je sais à quel point elles sont à l'aise avec le mouvement et la danse, donc c'est aussi du sur-mesure, quoi. Et puis Sabine ne répondait pas, et puis au bout d'un moment elle m'a dit il faut que je te dise, Clément, je suis enceinte, ça sera à 6 mois au moment de la première, je sais pas quoi, et là j'ai fait mais génial, félicitations, voilà. Et donc je savais pas du tout, parce que évidemment, à ce moment-là, je sais pas dans ma tête quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'une femme enceinte à ce moment-là de la grossesse peut faire ou ne pas faire. Et puis chaque grossesse est différente, chaque femme est différente. Enfin, là, c'est un saut dans l'inconnu total, sachant aussi que pour le moindre souci aussi, ça peut pour elle, simplement, s'il lui faut du repos, qu'elle peut bouger, ça peut aussi ça pouvait même mettre en question, le fait de pouvoir bouger sur scène, tout simplement, ou pas. Donc ça, c'est sûr, c'est quelque chose qu'on a redouté, et qui heureusement ne s'est pas passé. Et ensuite, avec Bintou et les danseuses, je leur ai dit ça en secret, parce qu'à ce moment-là on ne pouvait pas en parler, en disant comment est-ce qu'on fait. Et alors là, on a eu une danseuse qui s'appelle Magali, qui a dansé en étant enceinte, et qui dit en fait c'est très simple, il faut pas c'est que des bras, pas les jambes. Voilà, elle peut se déplacer mais elle peut pas sauter, et donc elles ont repris toutes les chorégraphies en fonction de ça avec elle, et tout s'est très bien passé. Et alors le petit ventre, c'était que à la base, on s'était dit, du coup, comment on va faire pour la dissimuler parmi les autres filles, et en fait, la seule manière de la dissimuler vraiment, c'était de faire un faux ventre aux autres filles. Ouais.
pour le Warlikowski. Oui, pour le NDR, Warlikowski, ouais. elle était enceinte déjà. Ouais. 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 Non, mais déjà les chorégraphies qui incluent les solistes, on s'est imaginé qu'elles étaient accessibles, mais voilà, on a appris ça en août, donc ça laissait encore du temps pour pouvoir adapter et réajuster en fonction de cette nouvelle. Donc voilà, on a tous souri et on a trouvé ça intéressant de voir comment il fallait faire avec. Donc c'était vraiment chouette, quoi. Ça faisait partie de l'aventure, quoi. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci messieurs, dames. Merci.